Bonsoir Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment parler du vin sur les réseaux sociaux? Quel intérêt, quel réflexe à avoir? Vous allez être d'un grand conseil pour nous parce que c'est une jungle Internet et c'est très compliqué de s'y retrouver. Et quand on n'en connaît pas les codes, c'est une catastrophe. Je vous laisse le soin de nous dire un petit mot de votre parcours, Valentin, pour Alors, vous présenter. absolument. Je ne suis absolument pas du sérail du vin, puisque je suis pianiste, concertiste à la base. C'est pour ça qu'on vous a mis le piano. Alors oui, j'ai vu ça. Ils se font parfaitement d'ailleurs dans le décor, il va y rester. Mais puisque ce soir nous sommes là pour parler vin et que mes activités maintenant sont pleinement dans le vin. Mais effectivement, c'était une partie de ma vie qui m'a appris énormément sur la rigueur, sur le travail, mais aussi sur un côté émotionnel de la vision des choses qui me sert maintenant dans le vin. Donc, j'étais pianiste concertiste, le vin était une passion, comme je pense la majorité d'entre nous dans cette salle, c'était familial, c'était la bouteille du dimanche ouverte par le grand-père, je me souviens des Châteauneuf-du-Pape 72, alors évidemment je les sentais, hein, mais je serais incapable de vous dire les domaines. Et puis, comme Élise le disait, je pense qu'on ne va pas être loi et vin ce soir, mais on a tous goûté les verres un petit peu des parents, on est allé voir la cave, on est descendu avec le grand-père, on a eu cette vibration un petit peu, ces moments intimes aussi. Et à partir du moment où j'ai jamais aimé la bière, alors peut-être que ça m'a servi, je sais pas, je trouve ça, bon, bref, c'est intéressant, mais il faut qu'elle soit de très grande qualité. Et donc je me suis naturellement tourné vers le vin très vite. Et j'ai voulu en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, comment c'était fait, ce que ça procurait aussi comme émotion, pourquoi tous ces adultes, pourquoi les grandes personnes avaient des sourires à chaque fois qu'ils débouchaient une bouteille. Je reviens sur cette anecdote après, puisqu'elle a été importante pour moi. Donc voilà, je me suis intéressé au vin, à l'histoire, au terroir. J'ai fait des formations de dégustation un petit peu pour savoir ce que j'avais dans le verre. Et puis les concerts m'ont souvent amené dans des lieux assez beaux, et souvent les lieux assez beaux, il y a aussi un peu de vigne. Et donc ça me permettait de visiter les vignobles européens. J'ai même découvert qu'il y avait des vins en Pologne quand je suis allé jouer à Varsovie, et donc ça m'avait intéressé. Et puis j'ai déménagé à Berne, en Suisse. Alors Berne, on n'y parle quasiment pas français. L'anglais est de mise, mais surtout ils parlent une langue qui est une sorte d'allemand craché en fait. Donc c'est assez compliqué, et j'étais tout seul, et je dégustais tout seul. Et j'ai pas dégusté français pendant 2 ans, puisque les vins français sont très chers là-bas. Donc j'ai découvert les vins suisses, j'ai découvert les vins portugais, les vins espagnols, les vins italiens, etc., etc. Mais je dégustais tout seul. Et c'est jamais très drôle, et on ne progresse pas en fait. Et je cherchais un moyen de tisser du lien, d'apprendre aussi, de partager mes dégustations. Et mon ex-compagne de l'époque, les ex sont parfois du bon, m'a suggéré de créer une page Instagram. Alors pour moi, Instagram, c'est une fille sur une plage. Hein. Je ne suis pas du tout doué dans les réseaux sociaux à la base. Donc j'ai pas compris tellement l'intérêt. Je suis allé voir Instagram ce que c'était. Effectivement, 90% est inintéressant, ça nous sommes d'accord. Mais il y avait quand même 10% avec un contenu qui m'a interpellé, qui a fait que je restais. Ce qui fait aussi qu'on va plus sur YouTube, par exemple, qu'à la télévision, parce qu'on arrive à choisir ce qu'on veut. En plus, c'est gratuit. Et donc là, j'ai découvert des personnes. Alors, l'Instagram et le monde du vin n'étaient absolument pas développés à cette époque-là. Mais j'ai réussi à voir quelques pages qui m'intéressaient. Il y avait déjà quelques grandes maisons qui étaient présentes. Et en m'abonnant, en commentant, et puis j'ai compris un petit peu le concept. Donc, j'ai mis mes premières photos de bouteilles. Et puis, il y a eu des interactions avec les gens, etc. etc. Donc, cette page a grossi de cette manière-là. Et puis, je mettais des vins que les gens n'avaient pas l'habitude, puisque je suivais beaucoup de personnes en France. Donc, effectivement, les vins suisses, ils ne connaissaient pas tellement, les vins portugais non plus. Et puis, après, ça m'a permis de rencontrer aussi du monde à l'étranger. Enfin, c'était vraiment social. À mon retour en France, donc j'ai voulu me perfectionner et je suis beaucoup allé dans le vignoble. Dès que je pouvais, j'allais dans le vignoble, rencontrer les vignerons. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que mon intérêt des réseaux sociaux vient aussi du fait qu'on a un rapport direct avec les gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les vignerons. Parce que c'est eux qui font le vin, parce que c'est les terroirs, et je suis très attaché au storytelling, comme on a pu dire, mais à l'histoire, en fait. Donc, suite à ça, cette page a grossi.
suite à ces visites, j'avais un ami qui habitait à Londres. Et en fait, un soir, j'étais allé le visiter. Il me dit on avait passé une soirée, on avait bu très mauvais et très cher. Et il me dit c'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à trouver des vins acceptables à des prix corrects. Je lui dis si, je pense qu'il doit y avoir. Il me dit mais toi tu passes ton temps dans le vignoble, pourquoi on ne vendrait pas du vin en Angleterre? Moi je m'en occupe de la partie distribution, toi tu les sources. Bon, on avait tous les deux une double activité du coup, donc on a créé cette société un petit peu comme ça pour rigoler. Mais ça, on était prescripteurs, c'était ça qui nous plaisait en fait, dans la notion de transmission, de vouloir des clients privés pour leur expliquer, etc. Donc on a créé cette société Vinorum et le confinement est arrivé. Heureusement, c'était pas une boutique, c'était une boutique uniquement une plateforme en ligne. Et donc pendant ce confinement, j'étais toujours pianiste à cette époque-là, pas de concert. Bon. Donc pas grand chose à faire des journées, et là les réseaux sociaux évidemment ont explosé. J'avais une page qui était encore assez modeste à cette époque-là, enfin elle n'est pas non plus énorme si on compare à d'autres domaines, on va dire, mais encore une fois je ne pouvais pas non plus aller dans le vignoble. Donc j'ai eu l'idée de créer des lives, c'était l'époque où Instagram a mis en place les lives, avec des amis vignerons, pour en fait prendre l'apéro ensemble et surtout parler du domaine. Et j'avais une cave qui était pleine à cette époque-là, beaucoup moins après le confinement. Mais donc du coup, on débouchait une bouteille du domaine et on parlait du domaine. On parlait du vin. Et ça intéressait pas mal de monde. Et donc ça, en parallèle du Vinorum, m'a plongé encore plus dans le domaine du vin. Et puis, petit à petit, après le deuxième confinement, je suis parti dans la vigne, chez un ami pour faire la taille, etc. Enfin, c'était un travail de terrain. Et puis donc là récemment, suite au confinement et au Covid, j'ai décidé de laisser le piano pour me consacrer au vin, et un chef étoilé parisien m'a demandé de le rejoindre pour gérer tous ses achats. Donc voilà, j'ai un peu les deux casquettes je pense, et c'est ça qui est intéressant parce que dans les réseaux sociaux, on va en parler je pense, mais en tout cas pour la présentation, succincte mais certes trop longue j'imagine, voilà, vous avez quelques éléments. Bon, vous avez gardé le clavier comme mot commun, quand même, hein, le clavier du piano et le clavier de l'ordinateur. Valentin, alors, comme je disais tout à l'heure, parler de son vin, parler de son domaine, de sa production, de son histoire, etc., via Internet, que ce soit les réseaux sociaux ou par un autre moyen, ça nécessite une bonne connaissance. Qu'est-ce que vous pourriez ou conseiller d'éviter aussi, si quelqu'un a envie de s'y mettre? Alors, je pense qu'il faut garder au maximum une authenticité dans le discours. Mais c'est exactement pareil quand on veut vendre aussi pour les agents, etc. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver quelque chose qui va nous différencier de plein d'autres vignerons, mais même dans l'appellation. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'histoire, dans l'authenticité des cuvées, dans les cépages. Élise en parlait justement, des cépages autochtones qui reviennent. C'est ce qui a porté d'ailleurs le Jura, c'est ce qui porte la Savoie. Donc cette authenticité-là est aussi un storytelling dans le sens du quotidien. Les gens veulent être immergés en fait, connaître la vie, que ce soit du domaine, connaître qui boit les vins, pour quelles occasions, comment, est-ce que ça se garde. Et en fait, ils ont besoin d'être éduqués. Et là aussi, je trouve que la loi Evin est très castratrice, puisqu'elle met dans le même sac tous les alcools, tous les vins, les différentes façons de les consommer, alors que le vin, c'est un art de vivre, et on a besoin d'être éduqué pour bien déguster un vin, pour apprendre, pour mieux acheter, pour mieux comprendre, et ça c'est aussi aux vignerons de le faire quand ils en ont la capacité, parce que je suis absolument conscient que être dans le vignoble, ça prend beaucoup de temps. Mais justement, je pense que les gens ont même besoin de savoir les différents travaux de la vigne. Moi, quand j'étais dans la vigne et que j'avais mis quelques stories de la taille, j'ai eu plein de questions en retour. Comment ça se passe, ça sert à quoi, pourquoi, comment. Et ça permet en fait de capter l'attention et de donner un côté immersif, et les gens vont adhérer au domaine même sans avoir goûté le vin. C'est ça parfois qui est intéressant. Et après, ça va les amener à vouloir déguster. Ça, c'est une autre étape.
Alors là, on parle du site internet éventuellement, avec une présentation, le contenu, etc. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est la petite vidéo avec son smartphone. J'ai vu un couple de vignerons au mois de septembre faire une espèce de story des vendanges. Tous les jours, il y avait avec le smartphone un petit film qui passait sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a des codes extrêmement précis? Si on fait une vidéo d'une demi-heure avec toute la famille dessus, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut du format court? Est-ce que c'est bien d'avoir de l'image? Est-ce que c'est un bon moyen pour communiquer? Alors, ce qui est très important déjà, en premier, c'est la qualité. Filmer avec des téléphones il y a 10 ans, malheureusement, l'algorithme, parce qu'il y a ça aussi, va être assez dur avec vous et ne vous mettra pas en avant. Il y a des notions aussi comme ça qui sont complètement extérieures à la qualité du contenu, mais qui vont jouer quand même. Donc effectivement, la qualité de la vidéo, la qualité du son. Et puis, il faut se rendre compte qu'on est malheureusement dans un monde de l'immédiateté et que des vidéos trop longues, c'est pas possible. Donc, pardon, Valentin, c'est un bon format, c'est 1 minute, c'est 1 minute 30, c'est 10 minutes? C'est moins. Même sur Instagram, ça va être 15 secondes. 15 secondes, hein. Ça va être entre 15 et 30 secondes, mais tu peux en faire plusieurs, et puis ça va être la façon dont ça va être rythmé. Si c'est un seul plan séquence pendant 15 secondes, pas beaucoup d'intérêt. Mais en coupant, en mettant que des... Vous pouvez par exemple filmer pendant 10 minutes et prendre 15 secondes, des moments essentiels, ça va rythmer, etc. Après, tout dépend de ce que vous voulez raconter. Tout à l'heure dans le train, je regardais un Master of Wine qui a une chaîne YouTube et qui débouchait un Porto de 1863, et donc il en parlait, etc. Ça durait 10 minutes. Bon, moi, j'ai pas décroché. Après, je suis dans le milieu. Mais il y a quelque chose de beau aussi, parce que c'était une très vieille bouteille, parce qu'il jouait le jeu. Alors, est-ce que c'était fin ou pas, ça on ne sait pas. Mais de ne pas savoir du tout à quoi ça allait ressembler. Il l'ouvre devant nous, il y a un fail puisqu'il reste un bout de bouchon. Il y a quelque chose de vraiment... je pense qu'il faut partager les moments durs aussi dans le vignoble. Et ça, je m'en étais rendu compte d'ailleurs quand j'avais fait un live aussi avec un ami qui est aussi sur les réseaux sociaux et maintenant qui est journaliste pour Tanin Magazine. Et toutes les semaines, nous on faisait un live sur l'actualité du vin. Donc on prenait un sujet et on en débattait tous les deux. Et les gens en fait, posaient des questions directement. Et on avait fait, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 2 ans, Lidl avait sorti un Bordeaux à 1,69 € la bouteille. On a parlé des matières sèches tout à l'heure. On sait très bien que c'est impossible. Et que normalement, avec le système de marge arrière, ils n'auraient pas le droit, etc. Enfin, bon. Et on a eu des témoignages des vignerons qui nous disaient, voilà, avec le passage en bio, moi je l'ai raté, donc mes cuves sont pleines. Et en fait, les négociants viennent et disent, de toute façon, si vous n'êtes pas bio, vous ne vendrez jamais votre vin, nous on vous le prend à tel prix, soit vous nous le vendez, soit tant pis pour vous. Et en fait, le vigneron avait littéralement la voix tremblante, parce que c'était une situation terrible pour lui, et que c'est vrai qu'il y a des régions qui en ce moment surproduisent, même encore maintenant, en 2021, en 2022, pardon, j'ai un an de retard. Et ça avait interpellé beaucoup de gens, parce que c'était une prise de conscience, il y avait une authenticité, une honnêteté, c'était terrible d'entendre ça, et il faisait ce qu'il pouvait, en fait. Et ça, c'est aussi important, je pense, de montrer... pourquoi par exemple un pied de vigne meurt. Ça, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde de suivre les travaux à la vigne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie, madame, mademoiselle. Quand on a un petit domaine, c'est difficile d'être partout. On est à la vigne, et donc est-ce que c'est pareil que pour Less is More, vaut mieux faire moins de contenu mais de meilleure qualité, sachant qu'en général on a peur aussi parce que c'est Instagram, on dit c'est des photos Instagrammables. Et on n'est pas du métier, parfois c'est pas forcément joli, il vaut mieux faire moins mais de très bonne qualité en payant des gens ou faire plus et montrer vraiment la réalité de ce que le métier. Vous avez 2 formats sur Instagram, vous avez le format story et le format post. Le format story vous pardonne beaucoup plus d'une qualité, quelque chose de plus instantané. Donc ça vous pouvez l'utiliser au quotidien, ça reste que 24 heures. Voilà. Les posts doivent être jolis, ça c'est vrai, puisque les gens veulent du beau. Instagram promeut des choses de bonne qualité. La vie du vignoble, par contre, à mon avis, se passe en story. Après, rien n'empêche, et ça c'est aussi une notion de budget aussi, c'est que d'avoir dans la communication des personnes qui vont vous aider. Après, il faut savoir bien les choisir aussi. C'est comme un bon agent, c'est comme... voilà.
Mais effectivement, la chance d'un vignoble de taille modeste, voire petite, c'est que l'identification à ce domaine est d'autant plus grande. S'identifier à Francis Ford Coppola, on s'identifie à ses films, pas au vin. Pour avoir goûté les vins, franchement, bon, bref. Mais c'est une autre philosophie. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur une marque. Vous allez communiquer sur vous, sur votre histoire, sur votre domaine, sur... la chance d'avoir un vignoble petit, c'est que avec l'engouement, vous n'arriverez pas à fournir tout le monde. Et ça, c'est la richesse. C'est-à-dire que si on crée de la demande, on crée de la curiosité, là, on y arrive, je pense, s'il y a la qualité. Et vous avez raison, on ne peut pas tout faire, et en plus, il faut se spécialiser dans tout, c'est compliqué. J'en parle d'autant plus que dans mon métier, celui de la radio, je peux vous dire que quand tout ça est arrivé, ça a changé notre métier, et que le temps que je passe à faire des publications sur le vrai métier d'émission de radio, c'est impensable. Mais tous les métiers ne sont pas... la presse écrite, parfois, nous voit, et d'ailleurs, c'est vrai que c'était un peu compliqué quand je suis arrivé à professionnaliser un petit peu ça. Je parle pas d'Instagram, mais de mon activité dans le vin. C'était compliqué parce que la presse écrite nous prenait pour des pignoufs, les sommeliers, on savait pas déguster, etc. Et en fait, c'est en dégustant, tout ça, il y a de la place pour tout le monde. La presse écrite, on en a besoin. Et écrire un bel article, c'est pas le métier sur Instagram, c'est pas possible, parce que le nombre de caractères. Mais justement, la presse écrite a son format, la presse vidéo, s'il en est une, a sa place, et puis Instagram, c'est une plateforme qui va disparaître aussi à un moment, qui va peut-être laisser la place à une autre, mais il faut prendre ce créneau-là aussi, et c'est pas le même contenu sur les trois. Mais les trois cohabitent parfaitement, et à mon avis, on en a besoin des trois. Le plus facile, c'est peut-être Facebook pour la publication, mais c'est un réseau qui est en perte de vitesse. Pas intéressant. Vous ne l'utilisez plus. Je vous le dis parce que... Non, oui, c'est en perte de vitesse totale. Après, ça dépend de la cible. Facebook, il y a une cible un peu plus âgée aussi. Il y a des groupes de discussion, etc. Donc, sinon, c'est TikTok. Alors ça, je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Mais oui, ça marche, il paraît. Ouais. Ça dépend sur quel public. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pris le temps d'écrire quand même sur Instagram. Parce que la photo était juste un moyen, mais je suis pas photographe, ça m'intéressait assez peu. Alors, autant vous dire de la vidéo sans support écrit, alors là, ça me correspond pas. Mais ça fonctionne. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre spécialiste? Je vous en prie, madame. Bonsoir. Comment est-ce que vous nous conseillez de rythmer les publications pour pas lasser les gens, pour pas les agacer? Une fois tous les jours, tous les 2 jours, des semaines? C'est surtout la régularité. Si vous postez 2 fois par jour et qu'après il n'y a plus rien pendant 3 semaines, là c'est Instagram qui va vous punir. Mais la régularité et surtout, si vous avez les moyens de faire des stories régulières, ça alimente vraiment. Les posts, si vous arrivez à en faire 2 par semaine, c'est bien. 2, 3 par semaine, c'est très bien. Mais encore une fois, il ne faut pas trop de redondance non plus. Donc il faut arriver à trouver un créneau qui vous soit propre et qui nourrisse en fait l'histoire de votre domaine. Et par exemple, je ne sais pas, si vous décidez d'en faire 3 par semaine, vous pouvez très bien prendre un post sur l'histoire du domaine, un post sur l'histoire de l'appellation et un post sur la vie au domaine. Et ça, parce que moi je suis passionné par exemple je suis pas le seul dans cette salle, mais des vieux écrits sur le vin, des anciennes cartes viticoles, etc. Parce que ça raconte l'histoire en fait. Il y a très peu de domaines qui s'intéressent aussi à ça, enfin en tout cas qui le montrent. Et ça permet aussi aux gens, à mon avis, de découvrir une appellation, de découvrir un domaine, de s'immerger là-dedans et de comprendre la notion de terroir. Et tout de suite, on se sent plus proche. Si on a aussi cette façon d'éduquer les gens, évidemment, si quelqu'un va chez Monoprix pour acheter une bouteille de vin et que il va juste prendre ce qu'il a l'habitude de boire, évidemment, ça ne le touchera pas. Mais je crois beaucoup en l'éducation et c'est à nous tous de faire en sorte d'attiser la curiosité par n'importe quel prisme, que ce soit historique, que ce soit art de vivre aussi, parce qu'on n'a pas parlé de gastronomie, mais c'est très important, qui est aussi une richesse, à mon avis, pour les vins.
d'avoir ce support-là de terroir et de gastronomie. Enfin voilà, toutes ces petites choses, à mon avis, permettent d'éduquer et d'amener le consommateur à boire mieux et aussi de se rapprocher de vous et de porter aussi ces marchés-là. Derrière votre question, pardon, j'arrive vers vous. Derrière votre question, il y a aussi le côté très éphémère du réseau social. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'on partage cette analyse ensemble, mais vous postez quelque chose et 2 minutes après, ça a été noyé dans quelque chose qui est arrivé derrière. Donc ça va extrêmement vite. Et ça peut être difficile de suivre cette cadence. Vous parlez de régularité de publication. Là, pour le coup... Oui, mais l'idée, c'est de ramener aussi du monde sur cette page-là. Les gens qui vont s'abonner, s'ils s'abonnent à vous, normalement, c'est qu'ils ont un intérêt de le faire. Donc, ils vont vous suivre. Et puis, ça peut leur permettre même de retenir le nom du domaine. Et puis d'en discuter avec les amis et de dire tiens, j'ai vu ça passer, tiens, je vais chercher, etc. Et puis ils vont y revenir. Évidemment, c'est immédiat, mais le feed, donc la page, reste et c'est un petit peu comme une bibliothèque de documents. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Je vous en prie, votre question. J'aurais 2 questions, parce que si j'ai bien compris, vous avez double casquette maintenant. Vous êtes influenceur via Wine Poetry, ou en fait, du coup, vous êtes en direct avec vos potentiels gens qui vous suivent, au final. Et donc c'est en français-anglais, peut-être, et si je continue. L'autre partie maintenant, acheteur de vin, est-ce que du coup vous êtes plutôt influencé via LinkedIn, en direct message, faire de la recherche en fait, vous faire, ou c'est forcément via Instagram? Là aussi, ça vous permet d'avoir une plateforme aussi pour aller chercher des vignerons, ou la prospection que vous pouvez faire via ces réseaux-là, quoi. Alors, pour répondre à votre première question, ma page est en français. Quelques stories, je les fais en anglais aussi, parce que j'ai un petit peu de personnes qui me suivent à l'étranger. Les posts, j'ai essayé de les écrire en français et en anglais, mais bon, c'était beaucoup de travail pour, à mon avis, très peu de lecture. Donc je suis revenu à quelque chose de plus simple en français, surtout qu'il y a affiché la traduction en dessous, je m'en suis aperçu, donc à la limite... et donc pour répondre à votre deuxième question, alors je ne me sers absolument pas d'Instagram pour mon métier actuel d'acheteur vin, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'ailleurs je ne fais quasiment plus, j'allais dire pas, mais ce serait pas honnête, je fais quasiment plus de partenaires rémunérés parce que mon image est associée au chef pour lequel je travaille. Donc ça, je tiens vraiment à dissocier les deux. LinkedIn, alors très honnêtement, je crois que j'ai ouvert ma page il y a 1 an, en fait. Donc vraiment, je suis un très mauvais exemple. Je vous disais que j'aimais pas les réseaux sociaux à la base, après vous en avez la preuve. Mais je pense que c'est très utile. Parce qu'effectivement, on a un lien vraiment professionnel. Je sais que j'ai des messages qui sont échangés, etc. Ça m'a permis même de découvrir des personnes, ou de mettre des visages, moi qui ne suis pas très, très physionomiste, de mettre des visages sur des gens avec qui j'avais discuté et de tenir cette discussion-là. Mais Instagram, effectivement, sur mon métier d'acheteur, je m'en méfie. Ça me permet parfois d'avoir un lien direct avec certains vignerons aussi. Parce que bon, je travaille avec les agents, mais mon but c'est quand même d'avoir un lien direct avec les vignerons. Même si on passe par l'agent, c'est de pouvoir appeler le vigneron et dire voilà, je veux vendre tel vin pour tel restaurant, tel autre vin pour tel restaurant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui va me dire. Et après on passe par l'agent parce qu'il faut que toute la filière fonctionne, ça c'est sûr. Mais plus j'ai un lien direct avec les vignerons, mieux c'est. Et donc parfois, les contacter via Instagram et donc effectivement cette page qui a un petit peu d'abonnés, ils ont peut-être plus tendance en tout cas à le voir. Mais je ne m'en sers pas comme d'une image puisque je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion ou qu'on puisse penser que je me sers de ma page que je me serve du chef pour alimenter ma page ou mes intérêts personnels. Je travaille pour lui, donc voilà. D'autres, je vous en prie. Par rapport à ce que tu fais pour le chef Mathieu Paca, pas tellement par rapport à lui, mais par rapport à ses équipes, est-ce que tu as eu la possibilité de les sensibiliser sur quelque chose qui, nous, est important dans la filière ici, c'est les niveaux de prix des bouteilles dans la restauration gastronomique. C'est-à-dire qu'il y a des coefficients qui sont infernaux et les vignerons essayent de faire des vins au plus juste prix, qui soient à la fois rémunérateurs pour eux et qui soient quand même accessibles pour le marché. Et on se retrouve avec des coefficients des fois délirants. Donc est-ce que toi, justement avec la connaissance et puis tout ce que tu peux apporter de l'extérieur, est-ce que tu as pu sensibiliser
les équipes à ça et à essayer de faire passer un message d'un coefficient un peu... Alors, je suis un mauvais exemple parce que effectivement, nous cherchons aussi à vendre le vin au juste prix, mais en tenant compte aussi des différents lieux dans lesquels nous sommes. Et du vieillissement, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais nous avons une politique de vieillissement, donc ça bloque énormément de trésorerie, mais qui est le rôle, selon moi, des cavistes et des restaurateurs. C'est-à-dire de faire vieillir le vin, puisque de moins en moins de personnes ont des caves, malheureusement, c'est aux restaurateurs et aux cavistes de proposer des millésimes prêts à boire. Donc ce vieillissement-là, effectivement, on va le répercuter sur le prix de la bouteille. Maintenant, on essaie de ne pas suivre les prix du marché, et notamment des prix spéculatifs. Je pense que quand on prend Wine Searcher et qu'on regarde une cote, on peut vite tomber dans les pommes, surtout quand on voit le prix d'achat de la bouteille. Mais ça aussi, c'est un travail avec les vignerons. Moi, je sais que sur certaines allocations, on a carrément décidé avec le vigneron du prix de vente. Par contre, il nous faut du vin. Si c'est pour avoir 6 bouteilles, c'est pas la peine. On ne peut pas faire vieillir. Et dans ces cas-là, on va mettre un prix dissuasif sur carte. Pour que, en fait, le but, c'est de ne pas les vendre. Parce que si on les vend trop vite, on ne peut pas les faire vieillir. Donc il y a tout ce travail-là. Avec le vigneron, voilà, si on a une allocation, au lieu d'avoir 6 bouteilles, on a 18 bouteilles, qu'on fixe ensemble le prix de vente et qu'on dit on va en vendre 6 cette année, et qu'après les 12 autres vont partir en vieillissement, nous on est gagnant, le vigneron est justement rémunéré parce que c'est quand même lui qui travaille et c'est lui qui va être le mieux rémunéré. Mais donc c'est une sensibilisation, je pense, globale. Il y a même des vignerons qui sont en recherche. J'en discutais la semaine dernière en Bourgogne. Il y a certains vignerons où même nous, on ne veut plus acheter en fait, parce que c'est devenu trop cher. Mais parce qu'eux suivent le prix du marché, ils se disent bon, nous, on ne gagne pas assez par rapport à ce que les bouteilles sont vendues, donc on va s'aligner sur la cote. Après, ce serait intéressant de savoir, mais moi je pense qu'il y a une bulle qui va se dégonfler, qui ne va pas éclater, mais qui va se dégonfler sur certaines régions assez spéculatives, parce que quand j'étais à Londres, je travaillais beaucoup avec l'Ivex aussi pour regarder, etc. Hong Kong, il y a plein de vins. Les gens qui nous disent qu'il n'y a pas de vin, il y en a plein. Aux États-Unis aussi, etc. Ces vins-là, il y a un moment, ils vont revenir. Donc, il faut voir comment ça va être suivi. Mais il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver, et nous, c'est notre rôle de continuer d'acheter les vins, mais d'arriver à savoir qui les boit aussi. Ça, c'est le travail aussi. On ne fait pas de refus de vente, évidemment, mais on va sortir des références sur carte, par exemple, pour éviter de monter les prix. Enfin voilà, il y a toute cette réflexion-là. Donc oui, il y a une sensibilisation. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, malheureusement, parce qu'il y a tellement d'échelons. On fait ce qu'on peut pour que les vins soient bu. C'est là l'essentiel. Et que le vigneron soit justement rémunéré. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie, madame, mademoiselle. Moi, j'aimerais savoir, en tant qu'influenceur, combien de temps vous passez en moyenne par semaine sur les réseaux sociaux? Enfin, sur votre page. Alors actuellement, je pense que c'est... je dois y passer 1 heure par jour, à peu près. À l'époque où il y a eu le confinement, etc., je pense que ça pouvait aller jusqu'à 6 heures par jour. J'avais que ça à foutre. Mais voilà, ouais, c'était très très chronophage. Maintenant, j'ai plus le temps, mais par exemple, ce qui prend le plus de temps au bout d'un moment, c'est de répondre aux messages. Mais c'est aussi ça qui est très important. Pour tous les vignerons qui sont là, c'est de répondre en fait à toutes les questions, parce que c'est ça aussi, cette interaction-là, de répondre aux commentaires, c'est ça qui va faire que les gens vont se dire tiens, il y a quelqu'un derrière l'écran. Si c'est pour avoir quelqu'un qui va poster des choses qui n'interagit pas, ça retombe très vite. Là, c'est vrai que j'ai plus tellement de temps de le faire, donc peut-être qu'il y a une distance qui s'installe, mais j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc j'essaie de m'en servir, d'être très précis dans l'utilisation d'Instagram. Et est-ce que de cause à effet, j'ai vu que vous aviez environ 12 000 followers depuis que vous passez qu'1 heure par jour, entre guillemets, hein. Vous avez aussi votre nombre de followers qui a diminué? Alors non, il est toujours croissant, mais la croissance est bien ralentie. Parce qu'il y a toute une chose aussi d'interaction avec les gens, comme je disais, où on va aller regarder ce que les autres font, liker, commenter, etc., qui va faire qu'Instagram va voir qu'on est actif et donc pousser aussi. C'est vrai que j'ai moins le temps, donc c'est croissant, mais
bien moindre qu'il y a un an ou deux. La question, est-ce que vous êtes arrivé à en vivre? Non. Ça, Non, mais soyez sympa avec madame. Bah, en fait, j'ai pas cherché à en vivre. Pour moi, je pense que ça a toujours été un complément. J'ai eu du mal au début à penser que ça pouvait être rémunéré et comment. Parce que j'ai toujours fait attention, même avant de travailler pour le chef pour lequel je travaille, j'ai toujours fait attention à ce que mon image ne soit pas mêlée à des choses dont lesquelles je ne portais pas vraiment dans mon cœur. Je ne suis pas une page de pub. Donc il fallait qu'il y ait un intérêt en fait, pour moi, vraiment. Et après, en fait, je faisais rémunérer le travail, parce que c'est du travail, c'est du temps, c'est aussi de la rédaction, c'est des déplacements. Donc c'est beaucoup de très belles rencontres, mais ça reste quand même quelque chose qui nécessite un investissement personnel et du travail qui doit être rémunéré à un moment. Mais en aucun cas, j'ai cherché à être une page de pub et à accepter des choses, même plutôt le contraire. J'ai beaucoup refusé. Merci pour vos questions, en tout cas, madame. Allez-y. Donc, effectivement, quand vous êtes invité, vous rédigez, vous dites que c'est le travail qui mérite une rémunération. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette budgétaire de cette rémunération? Je sais que c'est un sujet délicat, mais on dit de plus en plus de choses, monsieur. Oui, bien sûr. Alors, elle va être établie aussi en fonction du nombre d'abonnés, évidemment. Et on va dire qu'une fourchette, un post et des stories, etc., tout dépend, mais on va être entre 500 et 1000 euros, on va dire, à peu près. Mais c'est un package, c'est-à-dire qu'il y a aussi la venue, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ça. Donc tout ça se fait aussi parce qu'on refuse beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'ai refusé beaucoup, donc il faut vraiment cibler. C'est quelque chose... Ce qui est intéressant, c'est les partenariats sur du moyen, du long terme aussi. Parce que, justement, on arrive à raconter des choses, on arrive à venir dans le vignoble. On n'a pas applaudi Valentin, mais je crois qu'il le mérite aussi parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup.